Une rafale de vent un peu forte et le pont peut se retourner. Pas panique, mais on va gérer ça, ça va passer. J'ai cru que j'allais mourir. Ça permet de payer les études des enfants. Dans la cordillère des Andes, certains ont trouvé le moyen de s'affranchir des pistes et de leurs galères. Des paysans ont mis au point une idée aussi géniale que dangereuse. La vie d'Olivo est un casse-tête. Sa maison et sa ferme se situent l'une en face de l'autre. Mais elles sont séparées par cet immense ravin. Et comme si cela ne suffisait pas, Là-bas, c'est le pont qui s'est écroulé. C'est un éboulement qui l'a emporté il y a 2 ans. Et à ce jour, on n'a reçu aucune aide pour le reconstruire. pour aller de sa maison à sa ferme, il n'a qu'une seule solution. Ce câble d'acier. Il est suspendu à 100 mètres du sol, sur une longueur de 350 mètres. C'est de l'huile. C'est ça qui garde la poulie en bon état. Sinon, elle surchauffe et la vis peut casser. Que se passe-t-il si la vis casse? On tombe dans le vide. C'est ça la vie sur le câble. Ça, c'est le frein. Ça marche comme ça, en pressant sur le câble. Il faut presser petit à petit, jamais d'un coup, juste doucement. C'est toute une science. Il faut de l'équilibre. Un mauvais geste suffit à t'éjecter dans le vide. C'est le frein qui sert à me stabiliser. Ce n'est pas n'importe qui peut faire ça. 30 secondes. C'est le temps qu'il met pour traverser la vallée. C'est imbattable. Ce sont des bonnes sensations. Une fois qu'on est habitué, on fait ça comme un sport. Sans le câble, il lui faudrait plus d'une demi-heure de marche pour rejoindre sa ferme. Le Ladakh est traversé par l'Indus. Sur ce fleuve qui a donné son nom à l'Inde, les ponts sont rares. Et les chemins qui mènent au Nirvana, dangereux. Dans cette petite nacelle, Tenzin, le moine marcheur, va devoir appliquer ce qu'il apprend depuis des années au monastère. Savoir rester zen, quoi qu'il arrive. Il va mettre 3 quarts d'heure pour traverser le fleuve. C'est vraiment très dur de faire ça. Il y a une sacrée distance à parcourir.
Et puis la corde n'est pas vraiment adaptée à ce genre de choses. Ah, je suis mort de soif. Et je suis fatigué. C'était vraiment dur. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai les lèvres complètement sèches. Mais je n'ai pas le choix. Il n'y a pas de pont. Et c'est pour tout le monde pareil. Les mules partent 1 heure en avance, le temps que l'équipe reprenne des forces. Les bêtes font un détour par le haut de la montagne. Pour les rattraper, les hommes empruntent un raccourci, mais il est risqué. धेरै वेट गर्नु हुँदैन के मा ढुङ्गा झर्छ अहिले ढुङ्गा झरेर दुईजना अघि घाइते भएर उता गाडीमा हालेर लग्यो नि त्यहाँबाट ढुङ्गा आइकन रियोबाट ढुङ्गा छिटाउनु Mais un peu plus loin, il y a bien pire. अनि रमाइलो हुन्छ तर बाटो चाहिँ गाह्रो भयो यो तल खुट्टा तल राख्दा ठिक हुन्छ के तपाईँ हो त्यहाँ तल 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 खुट्टा तल तल ल ल ल जाँदै जाँदै जान्न हामी सँग La vie est très difficile ici. C'est à cause de chemins comme celui-ci qu'on a du mal à exercer notre métier. Le bon équilibre. Le commandant Aimé le cherche toute l'année. Il faut dire qu'il pilote un bateau improbable. Entre ses mains, la vie de dizaines de passagers qui n'ont pas d'autre choix que de risquer leur vie avec lui. Dans la navigation, le plus délicat et le plus important, ce sont les manœuvres. Si je fais une erreur, il y aura de gros dégâts. Effectivement, avec ses 90 mètres de long et 40 de large, le monstre de bois qu'il pilote est quasiment incontrôlable. Mais vu l'état déplorable des routes au Congo, le fleuve reste encore le moyen le plus simple d'acheminer des troncs d'arbres. Avec une telle masse, chaque manœuvre doit être largement anticipée. Le voyage vers la capitale promet quelques sueurs froides à Vandou, le barreur. On part vers Kinshasa, ça déjà, c'est pas facile avec des radeaux, avec beaucoup de la caprice de la nature, les tempêtes, il y a aussi les sables, il faut que vraiment on soit concerté avec cette étape. Et il vaut mieux.
La valeur des 228 troncs d'arbres qui composent le radeau dépasse les 350 000 €. Pas question d'en perdre un seul. Les marins vérifient constamment les centaines de mètres de câbles en acier qui maintiennent le radeau. Je resserre bien fort les câbles pour que les grumes soient bien serrées entre elles. Si elles sont mal attachées, on aura du mal à naviguer. C'est pour ça que je tends tous les filins. Et puis surtout, s'il y a trop d'espace entre les troncs, le risque pour les passagers est de tomber dans un trou et de finir écrasés par une grume. Ils sont une cinquantaine. La plupart sont des commerçants. Tous espèrent mieux gagner leur vie sur les marchés de la capitale. Mais avant d'arriver dans la capitale, bien des péripéties les attendent. Une belle bête qui atteint facilement les 2 mètres. Les enfants tentent de se persuader qu'ils sont hors de danger en restant à bonne distance. Je ne crains rien. Pourquoi? Ils sont habitués à nous. Enfin, pas vraiment. L'année dernière, 5 enfants ont été attaqués sur le chemin de l'école. Et aucun n'a survécu. Il faut dire que depuis la montée des eaux, l'école est devenue une île. Il y a bien des bateaux scolaires, mais toutes les familles n'ont pas les moyens de payer la traversée à leurs enfants. C'est le cas de Georges. Alors il a fabriqué à ses 2 fils des canoës traditionnels. Pour les fabriquer, on est allé chercher du bois flotté autour du lac. Puis j'ai attaché les branches ensemble pour en faire 2 canoës. Ça fait longtemps que le pont a disparu. Avant, on pouvait traverser à pied sans risque jusqu'à l'école. Mais le niveau de l'eau a tellement monté que les gens ont dû fuir et l'eau nous a totalement envahis. J'ai peur des crocodiles. Il y en a plein le lac. La traversée dure 20 minutes. Même s'il est rare qu'un crocodile s'attaque au canoë, un autre danger peut les faire chavirer. Contrairement à l'imagerie populaire, l'hippopotame est loin d'être un animal sympathique. On fait le trajet tous les jours. Et la dernière fois, on s'est retrouvés face à un hippopotame. On a dû faire un long détour pour l'éviter. Les professeurs retraversent à pied. Leur maigre salaire ne leur permet pas de prendre le bateau tous les jours. Avant ici, il n'y avait pas d'eau. Personne nous vient en aide. On doit donc marcher et nager. Ils se risquent, car les hommes connaissent la faiblesse du reptile, son talon d'Achille. Si on voit un crocodile, on crie très fort pour l'effrayer. On a aussi des cailloux pour frapper l'eau. Ça les fait fuir et comme ça, on peut traverser tranquillement. Effectivement, les crocodiles ont l'ouïe fine. Quant à savoir si la technique fonctionne, c'est une autre histoire. En tout cas, ce jour-là, la traversée est héroïque, aussi bien pour les professeurs que pour les 2 petits pagayeurs. Au nord du Brésil, le fleuve Tajapuru, en Amazonie.
Jessé, 14 ans, et Lisette, 11 ans. Ce rodéo avec les bateaux de passagers n'est pas un jeu. Ils travaillent. Ils ne sont pas seuls. D'autres enfants s'accrochent à la pirogue de Jessé pour s'amarrer au navire. Assure-toi, assure-toi. Monte vers l'avant. Monte vers l'avant. À moins d'1 mètre sous eux, l'hélice du ferry. Pousse-la, pousse-la. Poussez vers le côté, passez la corde par là. Les remous sont trop forts, la pirogue va chavirer. Je vais pas me laisser faire. Tous ces efforts pour vendre des conserves et des fruits aux passagers contre quelques réals, la monnaie brésilienne. Combien tes cœurs de palmier, petit? 75 centimes d'euros. Ils sont bons? Tu les achètes ou tu les fais toi-même? Je les achète plus haut sur le fleuve. Ils sont pas avariés. Non, il y a des conservateurs et des sulfates. Le Rio Tajapuru est unique. Il n'y a qu'ici qu'on peut rencontrer ces petits vendeurs, en pleine jungle, au cœur du delta de l'Amazone. À cet endroit, le fleuve est très étroit, les bateaux passent plus près des rives. C'est pour cela que les piroguiers parviennent à les aborder. Une dizaine de pirogues se sont accrochées au Bon Jésus. Le capitaine n'a pas ralenti son allure, il a un horaire à respecter. Des cœurs de palmier? Donne-moi un pot, s'il te plaît. 75 centimes d'euros. Avec un bateau de cette taille, on risque sa vie en s'y frottant. Ce sont des bateaux énormes. Ils passent très vite. Mais c'est comme ça qu'on gagne notre pain de chaque jour. Qu'on gagne notre vie. Jessé et ses amis sont des habitués de ces bateaux qui les font vivre. Ils ont été adoptés par l'équipage. Donne-moi à manger, s'il te plaît. Sur le Bon Jésus, à chaque fois, on leur garde une assiette. Vas-y, mange. Il y a des accidents parfois, vous savez. Alors on leur donne un coup de main. C'est dangereux. On fait très attention à eux. Parmi la trentaine d'enfants qui sont montés à bord, il y a des tout petits. Cela inquiète le capitaine Santos. Je tiens un registre et je note tous les noms des enfants. J'en vois de plus en plus depuis un certain temps. Cela me préoccupe beaucoup, surtout parce qu'il y en a énormément, et des tout petits, de 6 ans, et non accompagnés. Je fais un rapport aux autorités. La nuit, c'est vraiment trop dangereux. Je leur ai dit à tous de ne pas aborder le soir. Le jour encore, ça va, je veux bien. Mais la nuit... D'après le code fluvial brésilien, le capitaine est responsable en cas d'accident. Fais attention, on prend bien la corde au milieu. Attache, attache. Allez, t'es prêt? Vas-y, lâche. C'est très dangereux à l'arrière. C'est le pire. On se sent nerveux. J'ai des sueurs froides à chaque fois. Je suis le fils d'un homme. J'ai le bon âge pour travailler tout seul. J'ai perdu un pot de cœur de palmier. J'en ai vendu 3. Jessé ne sait ni lire ni écrire, mais il sait compter ses bénéfices.
2,50 €. L'argent que Jesse gagne sur les bateaux sert à faire vivre sa famille. Il est le cadet de 12 enfants. C'est sa mère, Benedicta, 57 ans, qui le réveille tous les matins. Jesse est né et a grandi dans cette maison sur pilotis. Son univers, c'est ce fleuve. Il n'est jamais allé ailleurs. Alors que la soirée s'annonçait plutôt belle et tranquille, Vandou et le commandant voient la météo changer. Ils ont tout juste le temps d'accoster la berge. Si il a le menace du vent, c'est très dangereux parce que ça bouscule, suivant ça nous bouscule les radeaux. Les troncs d'arbres, ça bouscule. Les vents là, les tempêtes là, ce n'est pas bon pour nous. En clair, la force du vent combinée à celle des vagues peut complètement disloquer le radeau. J'ai très peur de la pluie. On est encore sur l'eau. C'est une grande souffrance. Est-ce que tu as de quoi t'abriter? Je vais essayer de me protéger avec mes affaires. C'est la panique, mais on va gérer ça, ça va passer, ça va passer. Le temps est très mauvais. C'est très inquiétant. Les marins resserrent autant qu'ils le peuvent tous les câbles. Mais le radeau commence à se démanteler. Des grumes se sont détachées. Voilà les dangers qui nous effrayent. Ça, vraiment, ça peut causer même la mort. Ça peut faire noyer nos marchandises, voire la perte de vies humaines. On a peur. La position est très inconfortable, c'est de la survie. Si j'avais les moyens, je ne ferais pas ce voyage. Je vendrais tranquillement mes marchandises avec mes amis sur le marché. Mais je n'ai pas le choix. Regardez ma petite fille. Il n'y a aucun endroit où elle peut dormir. J'espère que le jour va vite se lever. Les urgences se multiplient. L'eau entre dans les cales du bateau par cette grille d'aération. Vous voulez mettre quelque chose ici, c'est parce que la vague entre sur le bateau, ça va surcharger la salle des machines, ça peut noyer les bateaux. Oui, on va mettre les bâches ici, je ouvre sur la salle des machines, après, on va essayer de les protéger. C'est parce que c'est dangereux. On ne sait pas comment ça va se finir. Aujourd'hui, notre peuple se joue, pardonne nos offenses, qu'on nous pardonne à ceux qui sont au poil, mais ne laisse pas tomber à la tentation, même des livres ultimes. 2 heures plus tard, comme par miracle, le vent se calme. C'est déjà détruit. Le commandant est dépité. Son radeau n'a pas vocation à transporter des passagers. Nous transportons ces gens car l'État n'assure pas les transports en commun. C'est nous qui remplissons ce rôle. Si l'État avait ses propres bateaux,
Personne ne voyagerait sur un radeau, c'est trop dangereux. Si les passagers acceptent de prendre des risques, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Le réveil risque d'être dur pour les passagers. Et la journée suivante, peut-être encore pire. On a marché dans la montagne pendant 1h30 pour arriver ici. Là, je prépare mon chargement pour retourner au village. Il nous faudra encore 1h30 de marche. Nous coupons l'herbe durant l'été. Le reste de l'année, nous venons en chercher un peu chaque jour. Chaque ballot pèse entre 20 et 30 kilos. Leur village se trouve à 1h30 de marche. Un trajet fatigant au milieu des cailloux. Au bout du chemin, le même rêve pour chacune d'entre elles. Nous, les femmes, on s'occupe des bêtes et du quotidien du foyer, pendant que nos hommes travaillent à l'extérieur du village. Ils font des affaires pour amener de l'argent à la maison. Ça permet de payer les études des enfants. Si malgré mon âge, je continue à travailler aussi dur, c'est pour une unique raison. Que mes enfants puissent avoir le choix d'une autre vie. Dérisoire funambule, dont la vie ne tient qu'à un fil. Une rafale de vent un peu forte, et le pont peut se retourner. Pour éviter trop de prise au vent, les hommes n'ont posé qu'une latte sur 2. Gare aux étourdis. Elles auront mis 5 heures pour faire l'aller-retour jusqu'au village. Des esprits anciens guident les hommes afin qu'ils respectent la nature. Comme avec ce pont de liane. Il est tellement vieux que tous ont oublié son âge. Mais une chose est sûre,
Sans l'esprit du Nyamou, il n'existerait pas, selon Zaoro. Ce sont nos ancêtres qui faisaient le pont-là. Ce sont les hommes qui cherchent les corps, qu'ils viennent mettre à côté. Mais c'est le Nyamou qui vient faire son travail. C'est un esprit performance de l'ensemble des hommes qui ont vécu ici. Le Nyamou est un esprit bâtisseur, mais un esprit qui aime faire prendre des risques aux hommes. Ce travail, mes parents le faisaient avant moi. Eux aussi avaient des bêtes. Ils passaient déjà par le câble. Ce sont eux qui m'ont appris à traverser quand j'avais 7 ans. Ça, c'est pour faire cailler le lait. Mes frères ont quitté la ferme pour travailler ailleurs, mais moi je suis resté. Ma mère est morte, il fallait aider mon père qui est trop vieux pour continuer à travailler. Le fromage est prêt en 1 heure, mais au moment de partir, mauvaise surprise. Le câble devient très lisse. Et avec la foudre, ça peut être très dangereux. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher. Un éclair peut électrifier le câble et nous foudroyer. Le câble destiné au retour est installé 100 mètres plus haut. La descente est plus abrupte, on prend donc plus de vitesse. Le fermier vole maintenant à 200 mètres du sol. On peut atteindre une vitesse d'environ 120 km/h. Le câble a été installé dans les années 50. Et il va encore servir de longues années. « 4 kilos, 9 €. Grâce à ces fromages, Olivo arrive à survivre avec son père. Mais il aimerait pouvoir l'emmener à la ferme de temps en temps. S'ils construisent un pont, ce serait très bien. Mais ils ne vont jamais le faire pour le peu que nous sommes. Personne ne va jamais investir ici pour 4 ou 5 familles. On ne croit plus aux hommes politiques qui nous promettent la lune. Alors il faut se serrer les coudes, être solidaire. C'est comme ça qu'on fait avec le câble. Le moyen de transport est impressionnant, mais apparemment il est sûr. En 70 ans, le câble n'a fait qu'une seule victime. Les petits vendeurs du fleuve sont toujours aussi nombreux à affronter les ferries pour quelques réals. Donne-moi un sac de crevettes. Une dizaine de pirogues se sont accrochées au ferry. Mais curieusement, Jesse manque à l'appel. Pour tant d'ordinaire, il ne rate jamais l'occasion d'aborder un bateau pour vendre ses fruits. Il se passe quelque chose sur le fleuve, l'atmosphère a changé. Les ferries se laissent encore aborder par les piroguiers, mais les équipages des barges de marchandises, eux, sont devenus très agressifs. Ces enfants vont en faire l'amère expérience. Sur cette barge, ils ne semblent pas les bienvenus. Pas question d'espérer vendre quelque chose. Pire encore, au goût de l'équipage, il ne se décroche pas assez vite. Couteau à la main, un autre homme se précipite pour sectionner la corde. Trouillard! T'as vu comment il nous a coupé la corde? Il a eu peur de nous, le mec, là-haut.
Ça arrive très souvent. Ils ne veulent pas nous laisser nous accrocher. C'est dangereux, mais on le fait quand même. On n'a pas peur d'eux, nous. Toutes les saloperies qu'ils nous disent, on leur répond. Moi, ça me donne envie de leur filer des coups de rame. Ils ont peur des voleurs. Ils pensent qu'on va attaquer la barge. C'est arrivé qu'ils sortent des revolvers pour nous impressionner. Mais nous, on leur montre nos machettes et là, ils n'ont plus le même courage. On leur dit de tirer, mais ils ont peur de nous. Si la tension est montée d'un cran, c'est que depuis quelques mois, des pirates ont fait leur apparition sur le fleuve. Leur spécialité, l'attaque des bateaux, à main armée. Les pirates utilisent les mêmes pirogues que les enfants et frappent en pleine nuit. Alors sur les barges, c'est la psychose. Le soir, personne n'a le droit d'aborder. Absolument personne. Parce que la nuit, sur le fleuve, il y a beaucoup de dangers. Il y a eu déjà beaucoup d'attaques. Alors maintenant, on est obligé de se méfier des petites pirogues. Sur ce fleuve, à cet endroit, c'est déjà arrivé. J'ai des amis qui se sont fait braquer, il y a même des gens qui ont été tués dans ces attaques. Notre seule protection, c'est Dieu. On a peur, mais il faut bien qu'on travaille. Sur les bords du rio Tadjapuru, la famille de Jesse est en deuil. Le petit piroguier a été abattu par un patron de barge il y a quelques semaines. Jesse était devenu pirate. Il a été tué alors qu'il tentait d'attaquer une barge comme celle-ci, les armes à la main. Zé Claudio, l'un des frères aînés de Jesse, a lui aussi participé à l'attaque. Il n'a rien pu faire pour sauver son frère. Il était en train d'accrocher la pirogue, et quand il a fini, il est monté sur la barge. Et là, il y a un mec là-haut qui lui a tiré dessus. Je pensais qu'il rigolait quand il m'a dit « Mon frère, ils m'ont eu ». Je lui ai répondu « Mais tu es fou ». Il m'a répondu « Non, c'est vrai ». La balle était rentrée de haut en bas dans la gorge. Mais comme il avait la main comme ça, ses doigts cachaient la blessure. Il s'est mis à courir et il a sauté à l'eau. Et quand il est remonté à la surface, le mec l'a vu et il lui a tiré dans le dos. Toute la famille de Jesse savait qu'il était devenu pirate. La mort de Jesse est dans toutes les têtes. Lorsqu'il passe à proximité du cimetière au bord du fleuve, les petits piroguiers ont pris l'habitude de s'arrêter sur sa tombe. Misaël, 13 ans, était le neveu préféré de Jesse. C'est lui qui a pris la relève, avec son frère Simiel et son cousin Claudio, 12 ans tous les deux. Il était sympa avec nous. Dès qu'il avait un peu d'argent, il nous aidait. C'est lui qui m'a appris à m'accrocher au bateau. J'allais avec lui dans la pirogue et il me montrait comment m'accrocher le long de la coque. Et comme ça, j'ai appris, petit à petit. Ah, moi aussi, il m'a appris à m'accrocher. Il m'achetait des choses, il m'offrait des vêtements. C'était mon oncle préféré. Mais malgré le drame, le commerce du fleuve doit continuer. Car pour les enfants du Rio, il n'y a pas d'autre choix. Moi, j'ai pas envie de devenir pirate. J'ai pas envie d'attaquer les barges. Ça sert à rien. Quand je serai grand, je voudrais travailler dans une entreprise de bois. On touche vraiment l'argent à chaque fin de mois.
on voit la couleur des billets. Et comme ça, on garde la tête froide. Moi, quand j'aurai une famille, je veux être joueur de foot. Marquer des buts comme Zidane. Je serai le meilleur et comme ça, je pourrai aider mes parents. Moi aussi, je veux travailler quand je serai grand. Travailler sur un bateau. Je serai commandant. Et je me marierai. Le Laos compte bien d'autres endroits inaccessibles, comme ces vastes forêts tropicales. Leurs bois précieux attirent toutes les convoitises. Pour aller chercher ces essences rares, l'homme dispose d'un allié puissant dont les traces remontent à plus de 6000 ans. Les éléphants sont les seuls à pouvoir travailler dans ces forêts escarpées. Kambu est un mâle de 28 ans. Pour le diriger, Buntieng, son cornac, n'utilise que ses pieds et le son de sa voix. L'animal n'a qu'un seul défaut, un immense appétit. Arrête de manger, avance! Il engloutit près de 250 kilos de végétaux par jour. Il avance trop lentement, allez, venez m'aider. Les bûcherons payent Buntieng et son éléphant pour aller chercher le bois coupé dans les endroits les plus inaccessibles. Allez, dégage-moi tout ça. On va faire basculer le tronc. Comme ça, on va pouvoir le soulever pour le tirer. Vas-y, mon pépère. Sur une pente aussi escarpée, la symbiose entre l'homme et l'animal est capitale. Pour désencastrer ce tronc de 850 kilos, l'éléphant n'a besoin que d'une dizaine de minutes. Kambu fait la fierté de son cornac. Cet éléphant, on l'a dressé quand il avait 3 ans. Aujourd'hui, il a 28 ans et il m'obéit au doigt et à l'œil. Redescendre cette lourde grume de bois est une opération lente et périlleuse. Si le tronc dévale la pente, il peut briser les pattes arrière de Kambu. Pour éviter l'accident, les assistants doivent jouer les contrepoids. Venir à bout des passages les plus difficiles, triompher des zones les plus inaccessibles, c'est le sort des éléphants du Laos. Bientôt, des camions viendront emporter le bois de rose ramené par l'éléphant. Ces troncs finiront en boiserie ou en meubles luxueux, à Pékin, Hanoï ou ailleurs. Allez, on va se baigner. La météo ne leur fait pas de cadeau. Les dernières heures de navigation vont être très compliquées pour Vandou et le commandant. C'est encore un moment difficile.
Il pleut très fort. Et avec le brouillard, il faut vraiment rester vigilant. Sinon, il y a un risque pour les passagers et pour la cargaison de bois. Malgré cette dernière calamité, l'arrivée est proche. Alors Jean-Paul, le vendeur de poissons séchés, garde le sourire. Mais vraiment, on est au bout, mais voyez la pluie qui a dit non, je ne vous laisse pas comme ça. C'est une odyssée. On le fait puisqu'on n'a pas assez de moyens. Et si on avait le moyen, on ne pouvait pas prendre de tels risques pour voyager dans de telles conditions. Vraiment, c'est un voyage pénible. Par bonheur, le vent ne s'est pas déchaîné comme le jour précédent. Au gré d'une éclaircie, la capitale se montre enfin. Vendoux est soulagé de terminer ce voyage qui a duré près d'1 mois. Prendre le risque d'escalader la falaise dans les 2 sens est le seul moyen de passer d'une famille à l'autre rapidement et surtout sans dépenser d'argent en taxi. Si tu fais le tour en voiture, il faut 4 heures, et encore en roulant vite. Le plus rapide, c'est de passer par là. Mamadou fait rarement le trajet tout seul. Il faut toujours prévoir le pire. À partir de là, il faut faire très attention. Ça devient dangereux. Si tu tombes, tu peux te casser les chevilles ou la jambe. Il faut vraiment progresser lentement. Le passage se trouve au fond de cette faille. Un passage secret qui aurait été révélé aux hommes par l'esprit du Niamou. Comme pour le pont de Liane, il les aurait ensuite aidés à construire ces échelles de fortune. En tout, il y a 8 échelles, et elles ont tout un nom. Par exemple, Pelitiuru, c'est un petit oiseau, ou encore Bamba Fatare, pour la fleur d'ananas. Les noms permettent en cas d'accident d'indiquer précisément où se trouve le blessé. Sur ces échelles plus que centenaires, le drame n'est jamais bien loin. Il arrive parfois que des lianes cèdent sous notre poids. Mais heureusement, il y a des gens qui viennent les réparer. Pour éviter la chute, on regarde toujours la liane sur laquelle on pose le pied. Un drame s'est produit ici. Une femme montait avec ses sœurs, elle est arrivée et elle est tombée de cette échelle. On l'a transportée à l'hôpital, mais elle est morte 2 mois plus tard. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Quand le vent s'engouffre dans la vallée de Hunza au Pakistan, personne n'ose vraiment l'affronter. Sa force augmente au fur et à mesure qu'il glisse le long des montagnes qui enserrent les villages. Cette piste
Seule porte d'entrée de la vallée, en subit les dégâts tous les jours. Karim et Shahid, les cantonniers, tentent de la maintenir praticable pour les quelques téméraires qui osent l'emprunter. Il n'y a que 6 chauffeurs dans le pays assez fous pour emprunter cette route. Les autres n'en sont pas capables, car elle est beaucoup trop dangereuse. Le plus grand danger de cette route est qu'elle traverse des montagnes de schiste très friables. Il y a toujours un risque de glissement de terrain. La tâche des cantonniers est titanesque. Chaque jour, ces Sisyphes de la route recommencent le travail de la veille. Il paraît dérisoire, pourtant il sauve des vies. Les tas de pierrailles accumulés par le vent au bord de la piste sont de vrais pièges. Ils s'effondrent sous le poids des roues, déstabilisant les voitures vers le ravin. Le grand plongeon, Raymond y a échappé des dizaines de fois. Sa dextérité au volant lui a évité de se retrouver 700 mètres plus bas. Ici, c'est l'endroit le plus dangereux du parcours. Une sortie de route et c'est la mort assurée. Personne ne survivrait à une telle chute. C'est même impossible de descendre récupérer les cadavres et les carcasses des voitures. Difficile de savoir combien de vies la piste a déjà emportées. Mais elle fait mentir le surnom donné aux hommes de cette vallée, les immortels. Regarde, c'est ce fou de José. Il nous fait le même coup à chaque fois. Il est malade ce type, c'est pour nous faire peur. Bonjour là-bas. Essaie de m'attraper pour voir. Mon nom est José Gutiérrez. Je suis pilote de fumigation. Cela fait 10 ans que je travaille dans les llanos en Colombie. Ma passion, c'est voler. Nous, les pilotes de fumigation, nous sommes une espèce rare. Car il faut avoir du courage, il faut être vaillant. On risque notre peau tous les jours au travail. Nous volons à 1 mètre du sol et à 200 km/h. Une erreur n'est pas permise. Tu descends trop et tu t'écrases. Un coup de manche de travers et c'est fatal. En plus, nous transportons un produit mortel. Dans ce métier, nous décollons et atterrissons 40 à 50 fois par jour. La rapidité dans le travail, c'est primordial. Au sol, le pompiste doit remplir l'avion très vite et nettoyer le pare-brise. Le temps maximum au sol ne doit pas dépasser 2 minutes. C'est du temps mort pour moi. Au sol, je ne gagne rien. Moi, on me paye que lorsque je décolle.
Ici, il n'y a pas d'assurance. Dans la fumigation, tu ne trouveras personne qui veuille t'assurer. Ils disent que nous sentons la mort. Appelle-moi le mécano, s'il te plaît. Dis-moi, la pression d'huile est trop basse. En cabine, j'ai l'impression qu'un tuyau s'est rompu et si c'est le tuyau d'essence, ça fuit sur le moteur et ça peut exploser. Hein. C'est ça exactement. Tu vois, je le sentais trop accéléré. Maria, le café. Je suis désespéré lorsque je n'ai pas de travail, lorsque je ne vole pas. Cela m'ennuie et ça me fatigue. La vie des habitants de ce quartier de Kingston, en Jamaïque, est rythmée tous les jours par du gros son, comme ils disent. Il provient de cette étrange machine, un objet roulant non identifié, comme le surnomme son inventeur. Ken Roy n'avait pas les moyens d'ouvrir une boutique, mais il avait une moto et une bonne idée. Devenir disquaire roulant. 6 mois plus tard, ces 120 décibels agissent comme des aimants sur les passants. Yo man, je suis une grande star ici. Les gens m'adorent parce que la musique que je leur donne est vraiment bonne. Ils n'ont jamais vu ça. Et tous les jours ils me disent « C'est génial ce que tu fais ». Ouais, c'est ça. Il n'y a que de l'amour entre les gens et moi. Grâce à sa discothèque roulante, Ken Roy, alias DJ Flex, ne connaît plus de frontières. Sa musique rayonne toujours plus loin dans les quartiers. Sur l'autoroute, il fonce à 80 km/h. Mais si ses enceintes tiennent la cadence, son moteur, lui, ne suit pas le rythme. Il y a un problème. Je vais regarder s'il y a quelque chose de cassé. Sur les 4 voies, j'ai roulé à plus de 80 km/h. C'était vraiment cool. J'avais jamais fait ça. Mais j'ai peut-être un peu trop poussé parce que le moteur s'est mis à ralentir puis s'est arrêté. Bon allez, en attendant, on va se mettre un petit son pour se détendre. Tu vois, pour méditer un peu. Le dépanneur arrivera quand il peut, mais pas de quoi énerver notre DJ jamais à court d'idées. Cette voie réservée au bus est parfaite pour la vente. J'étais en voiture quand j'ai vu que c'était DJ Flex. Ça fait un bon bout de temps que je le connais, au moins 3-4 ans. J'adore ses mix, ils sont énormes. C'est du lourd, man. Yeah, man. Yeah, man. Je suis en panne, mais vous voyez, mon business tourne quand même. Et ça, c'est plutôt cool. Selon Ken Roy, c'est exactement ça l'esprit jamaïcain. Savoir rebondir au moindre problème. Dans la jungle, Rudy lui aussi lutte contre la fatigue.
Les passagers, eux, ont repris du poil de la bête. Le chauffeur tient le volant depuis maintenant 7 heures. C'est 2 de plus que prévu. Seulement dans la jungle, les heures comptent double. Même s'il travaille dans l'entreprise familiale, cette vie commence à lui peser. Un jour, peut-être, mon père vendra son bus. À moins que je trouve un meilleur travail. Mais ici, je suis bien quand même. Sur les 300 € que gagne mon père chaque jour, il m'en reverse 20, parfois 50. Je gagne environ 400 € par mois. 8 heures plus tard, il passe enfin la main à un autre chauffeur. Mais le voyage est loin d'être terminé. Moi, je m'arrête ici. Je rejoins ma femme et mon fils. Son père est là pour s'assurer que tout va bien. C'est un travail pénible, mais il n'y en a pas d'autre ici. Alors il faut remercier Dieu et faire le travail. Le frère de Rudy s'est glissé à la place du chauffeur. Et pourtant, Julio n'a que 17 ans. Vous avez votre permis? Non, pas encore. Je conduis, mais je n'ai pas encore le permis. Au début, ça me faisait un peu peur de rouler sur cette piste. Mais maintenant, j'ai l'habitude. Bon, il faut dire qu'en pleine nuit, au beau milieu de la jungle, Julio a peu de chances de tomber sur une patrouille de police. Voilà, on est arrivé. Je vais me garer là-bas et je vais dormir dans le bus. Demain, je commence tôt. Je me lève à 4 heures. Je me lave, je m'habille, je vérifie le moteur et les roues. Et puis, je pars à 4h30. Et demain, ce sera pareil. Le bus aura mis 10 heures pour parcourir seulement 80 km. Quelle que soit la galère ou les ennuis, les Guatémaltèques ne se découragent pas. Leur secret, ne jamais s'énerver. Et comme ils disent, tranquilo, il y a une solution à tout.